Gardienne de la paix et de la révolte, c'est votre livre témoignage, Linda Kebab. Merci d'être notre invitée. Vous êtes l'une des rares femmes syndicalistes dans la police, SGP Police, le premier syndicat de policiers de France. Votre parcours est étonnant. Il ne vous aurait pas forcément conduit là où vous êtes aujourd'hui, au dire finalement du regard que l'on peut porter aujourd'hui sur la société. On voit des images. C'est à Champigny, en banlieue parisienne, ce week-end, des tirs de mortier, de feux d'artifice contre un commissariat par une quarantaine de jeunes armés de barres de fer. Ces images-là vous révoltent, j'imagine? Révolte totalement. C'est l'échec de l'État, c'est le point noir du pays, c'est l'insécurité, c'est la haine, c'est la déconsidération pour les vies humaines, c'est de la violence constante. C'est notre quotidien. Ouais, Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, a dit que c'était une intention de tuer. Vous partagez ça? Oui, bien sûr, parce qu'au moment où l'attaque se fait, il y a 2 policiers qui sont devant le commissariat en train de fumer une cigarette. Ils ont juste le temps de s'enfermer dans le sas vitré. Et là, ils arrivent avec des barres de fer et ils veulent absolument en découdre. Ils tentent de casser les vitres qui, heureusement, tiennent bon, même s'il y a un peu de casse. Et puis, ils s'en prennent, du coup, très violemment aux voitures, faute de s'en être pris aux humains. Et quand on voit les dégâts qui ont été faits sur les voitures, on se dit que les humains jamais n'auront survécu à une telle attaque. Oui, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, va vous recevoir demain. Et puis, Emmanuel Macron, cette semaine, qui va recevoir donc les syndicats de policiers. Vous allez lui dire quoi? Eh bien, le souci, c'est nous recevoir pour ne pas répondre à nos revendications, ça ne nous intéresse pas. Aujourd'hui, on met en avant la nécessité de remettre la sécurité sur un des plans avant, mais pas seulement parce que les sondages IFOP intéressent l'opinion publique, mais aussi parce qu'on considère que la sécurité, c'est un fondement même de la liberté et de notre état de droit. C'est que les conditions de travail et que la considération des humains, que sont les femmes et les hommes policiers sur le terrain, puissent être pris en compte et qu'on apporte finalement des réponses concrètes à leur engagement, qu'il y ait une reconnaissance, qu'il y ait une véritable protection fonctionnelle, pas seulement des discours, pas seulement Twitter, pas seulement devant les caméras du 20h, mais qu'en fait on prenne en compte nos revendications sur des questions qui sont très pragmatiques. Oui. Par exemple, il propose d'interdire les mortiers de feux d'artifice à la vente. Mais enfin, ça c'est le ministre de l'Intérieur qui l'annonce. C'est quelque chose qui nous fait rire, très jaunement d'ailleurs, puisque l'interdiction n'empêche absolument pas la commission du délit. Je veux dire, la plupart de ces mortiers, souvent sont achetés à l'étranger, notamment dans les pays frontaliers ou amenés à l'occasion des vacances. Et puis, qu'est-ce qui va empêcher des artificiers ou des vendeurs de les vendre sous couvert, illégalement? Ça se fait pour les cigarettes contrefaites, ça se fait pour le trafic de stupes. Pourquoi est-ce que le mortier, finalement, parce qu'il y aurait une interdiction sans qu'il n'y ait de moyens mis en œuvre sur le terrain, une interdiction sur le papier, pourquoi est-ce que finalement ce serait respecté? C'est abject, parce qu'en réalité, on nous vend du rêve, aux personnes qui écoutent le JT en leur faisant croire que ça va changer. En réalité, ça ne changera pas. Oui, à Herblay, 2 policiers pris pour cible avec leur propre arme de service qui leur avait été dérobée, l'un d'entre eux dans un état très très grave. Aujourd'hui, il y a une haine du flic, on veut tuer les flics. On veut, et factuellement, je dis, c'est ce qui a été tenté de toute manière, puisque lorsque les policiers déclinent leur profession, la violence décuple en fait à leur attention. L'arme qu'ils prennent dans les mains, savent très bien que c'est une arme de policier, ils la saisissent du holster des policiers, ils leur tirent dessus avec la volonté de les tuer. Pourquoi? Parce qu'il y a une haine constante, il y a une curée médiatique, il y a une partie de l'opinion publique qui ressasse constamment et qui donne le sentiment que les policiers sont l'objet de toutes les haines. Il y a aussi une partie de la classe politique qui nourrit l'idée selon laquelle les policiers sont des barbares, sont l'alpha et l'oméga du mal français. Et donc il y a certains actes dits de défiance presque héroïques parmi eux et qui se disent qu'il faut tuer les humains que sont les policiers. Vous pensez qu'il y a véritablement une incitation au meurtre qui vient de la part des hommes politiques, de certains hommes politiques? Quand on incite à la haine aussi constamment, 365 jours par an, qu'on n'a pas C'est-à-dire en disant quoi? En disant par exemple qu'il y a de la violence policière qui peut légitimer finalement de s'en prendre aux policiers. En fait, on veut délégitimer à l'État l'autorisation de faire usage de la force légitime. Quand on emploie l'expression violence policière, en fait, on dit à la population que l'ensemble de l'institution est violente, c'est-à-dire malveillante à l'égard de la population. On ne prend pas en compte, par exemple, des actes déviants individuels en les considérant comme tels et en les dissociant de l'ensemble du corps. En fait, on les associe à l'ensemble du corps. Je vais vous faire une démonstration toute simple. On a documenté aujourd'hui qu'il y a des violences, des maltraitances dans les EHPAD qui parfois conduisent à la mort. Jamais, au grand Dieu, jamais ne viendra à l'esprit de quelqu'un de dire violence infirmière. Les policiers sont armés et les policiers doivent faire usage proportionné de la force. Jamais ne viendra à l'esprit de quelqu'un de dire violence infirmière, parce qu'il y a une sacralité de la profession. Et parce qu'on considère que c'est une profession qui vient sauver des vies. C'est exactement ce que font les policiers. Il y a eu des actes de violence dénoncés. Alors, vous parlez de l'affaire Adama Traoré, notamment dans ce livre. Vous dites, non, les policiers ne sont pas racistes. Mais regardez, on fait très simple. On est en train de parler d'un acte très grave qui a été commis
cette nuit, c'est la 50e attaque contre un commissariat. On parle de 2 policiers, dont un qui est en train de se battre contre la mort. Et malgré tout, vous voyez le débat sur les violences policières et vous me dites, oui, mais il y a quand même de la violence dans la police. C'est-à-dire qu'en gros, tant pis si vous êtes victime de la haine et de la sauvagerie de certains. Moi, je veux juste rappeler que quand même, vous le méritez un petit peu, il faut les comprendre. Oui. Vous comprenez ce discours ? Eh bien, ce discours, il est en train de dire, faut quand même reconnaître que vous n'êtes pas super clean et il faut les comprendre. Eh bien, c'est ce discours quotidien, médiatique, journalistique, politique, d'une partie de l'opinion publique, de militants idéologiques, et j'en parle dans mon livre. Qui a été même repris par votre ancien ministre de l'Intérieur, Castaner, vous le dites dans ce livre, qui a dit le racisme n'a pas sa place dans la police. Qui sous-entendait qu'il y avait du racisme dans la police. Elle n'a sa place nulle part. Il y a des racistes partout. Il y a des racistes chez les policiers, il y a des racistes chez les médecins. Il y a des racistes chez les professeurs, il y a des racistes chez les magistrats. Pas plus chez les policiers. Mais en fait, pas plus. Moi, je veux juste en fait qu'on sorte un peu du prisme dans lequel nous nous trouvons. Nous sommes bien au chaud, à l'abri, derrière un pupitre, et que nous nous mettons à la place de ces femmes et de ces hommes qui engagent leur intégrité physique tous les jours, à chaque instant, même dans des missions anodines comme jeudi dernier, et qui sont dans une hostilité permanente vis-à-vis des justiciables auxquels ils ont affaire. Et quand vous vivez dans une hostilité permanente, que vous avez une défiance d'une partie de la classe politique, que vous avez le sentiment que les médias vous en veulent également, que l'opinion publique vous en veut parce que vous avez toujours affaire à ceux qui vous en veulent de toute manière, que vos autorités ne vous soutiennent pas, ils ne sont pas devant pour vous guider, ni derrière pour vous soutenir, au bout d'un moment, vous créez quelque chose. Je laisserai les sociologues lui donner un nom, une espèce de repli communautaire qu'on peut retrouver dans la police avec le sentiment d'être dans l'hostilité permanente. Oui, même vous dites, Emmanuel Macron, que vous allez rencontrer, ne vous soutient pas. Vous dites clairement ça. Écoutez, j'ai écrit dans ce livre, je révèle dans ce livre comment est-ce qu'à un moment l'Élysée a saisi Christophe Castaner à un moment pour lui demander d'enquêter sur mes propos, qui pourtant étaient très factuels et empreints de vérité. D'ailleurs, il n'y a pas eu suite. Il vous a reproché votre franc-parler. Oui, c'est ça, le franc-parler, des données factuelles. On nous parle de devoir de réserve, mais le devoir de réserve, c'est de ne pas porter atteinte à l'honneur de l'institution. Oui. J'ai l'intime conviction qu'avec ce livre, je ne porte pas atteinte à l'institution. On va d'ailleurs en parler, parce que quand je le disais au début de cette émission, vous cochez toutes les cases, vous pourriez être de l'autre côté. Parce que vos parents venus d'Algérie, vous avez grandi à Vaux-en-Velin, vos parents étaient analphabètes, votre papa est boueur, maman au foyer, et vous êtes aujourd'hui l'une des leaders du plus grand syndicat de policiers de France. Vous dites au fond, ça suscite des réactions, et d'ailleurs vous dites dans ce livre que vous êtes l'objet de menaces, vous êtes l'objet d'insultes sur les réseaux sociaux. Mais pas que, et même physiquement, j'ai été agressée dans la rue, j'en parle dans le livre, et mon nom a été tagué sur des murs à l'occasion de manifestations de Black Bloc qui appellent à ma mort. Vous savez, quand vous avez des préjugés, notamment sur la police, que vous l'imaginez monolithique, raciste, rustre et facho et bedonnante et complètement beauf, et que vous avez face à vous finalement une représentante qui ne correspond absolument pas à ces préjugés, plutôt que de déconstruire vos paradigmes, vous préférez détruire l'objet qui contredit vos préjugés. Vous vous rendez compte, c'est complètement difficile pour certains militants idéologiques qui ont pignon dans les médias ou sur les réseaux sociaux ou dans la rue ou dans les quartiers, de dire finalement je me suis peut-être trompée, peut-être que la police n'est pas ce que je dis. Moi je ne suis pas à faire valoir, je ne suis pas une caution ethnique. Il y en a qui vous ont insulté en disant vous êtes l'arabe de service. C'est ça, la caution ethnique. Oui. Vous avez d'ailleurs porté plainte parfois contre ces propos. C'est très raciste, c'est très misogyne. Moi je vois des observateurs qui disent qu'en gros je suis là parce que mes origines, parce que je suis une femme, et qui bafouent complètement ma capacité d'expertise ou technique sur le terrain, qui bafouent complètement mes compétences. Et je trouve qu'il n'y a pas plus raciste et méprisant en réalité à mon égard. Mais de toute manière, comme le discours qu'on peut avoir dans les quartiers, quand on dit à des enfants, et qu'à côté de ça on fait la couverture de magazines, mais qu'on dit à des enfants, parce que tu es noir et arabe, ou arabe, alors tu es condamné à la souffrance et à être victime, c'est une prison de la pensée. On les enferme là-dedans et on les interdit d'être des Français, des citoyens, mais même des humains à part entière. Oui, d'ailleurs, vous mettez en cause. C'est contre ça que je me bats également. Parce qu'on ne peut pas enfermer ces gamins dans des schémas tout faits qui ne servent que des extrêmes, qui ne servent que des militants qui font leur business sur cette victimisation constante. Nous ne sommes pas des victimes, personne n'est une victime, sauf s'il a été lui-même directement victime. Mais qu'on vienne instiller dans l'esprit de gamins qui ont 20 ans, que de toute façon ils sont condamnés à la souffrance, qu'on les emmène devant le parvis d'un tribunal de justice et qu'on lui dit de défier les institutions dans lesquelles il vit, c'est aussi un échec de l'État. Comment est-ce que l'État n'est pas capable d'aller dans les quartiers pour leur parler, dans laquelle on réintègre les institutions, dans lesquelles on reparle, on refait de l'éducation, de la prévention. Vous remettez la seule institution présente, c'est la police aujourd'hui. Il y a des décisions politiques, je pense qu'elles servent, parce que pendant que la colère se dirige sur les policiers, elle ne se dirige pas ailleurs. Oui.
Donc vous pensez que ça sert? Bien sûr que ça sert, qui se évidemment. servent de ça. Mais nous sommes une espèce de punching ball de la colère. Et d'ailleurs, le maintien de l'ordre, c'est ça. Vous savez, il y a un adage dans le maintien de l'ordre qui dit que le maintien de l'ordre, c'est une acceptation d'un certain désordre. Et les CRS, ils sont formés à ça, à prendre des pierres, à se voir un peu secoués par la foule, etc. Parce que ça fait du bien. Sauf qu'aujourd'hui, cette colère, elle s'est transformée en haine. Et aujourd'hui, on a passé un cap supplémentaire dans la société française qu'on n'arrive plus à endiguer. Et le problème, il est là, c'est de lutter contre cette haine. Si on lutte contre les préjugés et les amalgames, on lutte contre tous les préjugés, tous les amalgames. Pas seulement ceux qui nous arrangent. D'ailleurs, vous dites dans les préjugés, c'est le premier facteur de haine. Vous en avez été vous-même victime, parce que dans l'orientation jeune, vous vouliez être journaliste, voilà, vous aviez envie de faire des choses, et puis par vos origines, on vous faisait comprendre que non, c'était pas pour vous. Oui, vous l'avez senti, ça? Sur une filière générale littéraire, et puis j'ai une conseillère d'orientation qui me regarde, mais vous savez, vous parlez pas français à la maison, ça peut être compliqué pour vous. Je vous conseille plutôt de faire du secrétariat, puisque vous aimez les mots. J'ai fait fi, je me suis pas dit, le système ne veut pas de moi, il pèse. Mais même sur au sein mes de la épaules. police, ça n'a pas été facile, vous vous êtes battu, il a fallu vous battre. J'ai toujours eu la reconnaissance de mes pairs, de mes collègues, enfin je veux dire, c'est mon engagement qui fait que j'explique comment est-ce qu'à un moment je gagne des élections professionnelles en 2014, alors que j'ai face à moi une équipe syndicale très très dure, très populiste, très clientéliste, et comment finalement mes collègues n'adhèrent pas à ce système-là. Donc au final, on peut essayer de faire confiance aussi dans les policiers, à ceux qui chaque jour vont engager leur intégrité physique et morale pour chacun d'entre nous. Accordons-leur au moins le bénéfice du doute de ne pas être les Russes qu'on croit qu'ils sont. Oui. Vous dites d'ailleurs, je gagne 2300 € par mois, mon activité syndicale est bénévole. Je le dis parce que vous le dites dans ce livre et que c'est important. Vous venez donc d'une famille pauvre. À Vaux-en-Velin, vous avez connu les premières émeutes de cette ville dans la banlieue lyonnaise. Et finalement, rien ne vous destinait à ce parcours. Mais un jour, vous avez assisté à une arrestation à côté de chez vous pour violence conjugale et vous vous êtes dit, c'est ça que je veux faire. Oui, c'était une intervention qui m'a paru solaire, en fait. J'ai eu affaire à des policiers. J'ai jamais eu affaire aux policiers à Vaux-en-Velin. C'est aussi un cliché de penser que tous les habitants des quartiers ont affaire aux forces de l'ordre. Moi, j'ai eu la chance de grandir dans une famille avec beaucoup de valeurs, avec des personnes qui étaient analphabètes, mais d'une grande intelligence émotionnelle et d'une grande intelligence tout court, et qui nous ont toujours appris à ne pas tomber dans la délinquance, puisque la pauvreté n'oblige pas à la délinquance. Et d'ailleurs, je fais juste une petite digression. C'est aussi quelque chose qu'il faut condamner aujourd'hui. Vous savez, ce discours très bourgeois et méprisant à l'égard du prolétaire miséreux. Moi, je dis toujours à ces personnes qui excusent la délinquance depuis le café de Flore et qui excusent la délinquance des quartiers en disant « Jaurès dirait de vous que vous êtes des bourgeois méprisants à l'égard du prolétariat miséreux et vous lui pardonnez la délinquance comme vous pardonnez la pauvreté dans laquelle il vit. » Et ben, j'ai grandi dans un quartier populaire, j'ai grandi dans une ville où on haïssait vulgairement les policiers sans trop savoir pourquoi. Mais moi, j'ai refusé de rentrer dans ces paradigmes-là. Et quand je fais la première fois une rencontre avec des policiers, c'est dans le cadre d'une intervention pour des violences conjugales. Je suis subjuguée par leur fermeté, leur clarté, mais aussi leur humanité. Et à ce moment-là, moi qui ai toujours voulu être d'utilité publique, parce que je voulais être journaliste et pour moi informer, c'est d'utilité publique, et ben, je décide d'embrasser la police. Et alors, un mot de votre maman. Elle se tue, hélas, dans un accident de la route. Je crois que c'est en Algérie. Oui. Et vous dites dans ce livre, au fond, je pense que c'est aussi les préjugés qui l'ont tué, parce qu'au fond, vous pensez que peut-être ce camion qui a provoqué son accident l'a fait d'une manière intentionnelle. Oui, alors, vous savez, quand on écrit, c'est souvent parce qu'on a la lâcheté de ne pas raconter les choses, donc je vais essayer de le faire sans pleurer. Mais oui, c'est quelque chose qui trotte 20 ans plus tard. Et c'est vrai que les villageois, dans ce douar, donc ce petit village tribal dans les Aurès, diront que la trajectoire du camion était bien particulière. C'est une voiture qui était connue de la région. La conductrice était connue également. Et le camion ne s'arrêtera jamais. Il la poussera en dehors de la route et il ne s'arrêtera jamais. Pourquoi ? Parce qu'on ne veut pas qu'une femme conduise. Il était immatriculé en France, et puis c'était une femme, vous savez, c'était la fin des années 90, on sortait d'une décennie noire. C'est aussi pour ça que je rappelle comment est-ce que la sécurité est aussi garant des libertés, parce que c'était un pays qui, à ce moment-là, était dans la totale insécurité, et il n'y avait plus de liberté, pas même celle de conduire en tant que femme dans une voiture immatriculée en France. Merci Linda Kebab pour votre franchise, ces témoignages, cette force gardienne de la paix et de la révolte. Oui, vous gardez la révolte aussi, parce qu'au fond, vous faites face à tout. Vous êtes, comme dit, les punching balls des temps, quoi. C'est ça, et on garde la paix, c'est un métier fabuleux, et en même temps, on est révolté à l'intérieur. Et c'est ça qui fait le courage des policiers français. Merci Linda Kebab. Ce livre, ce témoignage, publié chez Stock. Merci beaucoup d'avoir été notre invitée.